Merci à toutes et à tous. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Au sommaire de cette édition, intense trafic de bois en Casamance depuis la chute du président Yahya Jammeh. Un déplacement dans le sud, l'ancien ministre de l'Environnement Ali Haïdar tire la sonnette d'alarme. Le chef d'état-major général des armées sur la menace terroriste pour le Sénégal. D'après le général Cheikh Gueye, notre compatriote Matara Diokhane a été entraîné par Boko Haram au Nigeria et envisagé de créer une cellule dans notre pays. Le général Gueye parle également du risque que constitue la Libye avec les Sénégalais émigrés dans ce pays très instable. Opération d'identification des usagers du téléphone mobile, la RTP coupe la ligne à 5 millions d'abonnés. L'eau toujours pas rétablie, c'est dur, très dur même pour les restaurateurs de Rufisque. Ils racontent leurs galères. Les titres de l'actualité internationale. Donc ce midi avec vous, Georges Détchédieu, bonjour. Bonjour Antoine. Une prison attaquée au Mali dans la région de Ségou. Plus aucune détention. Tous les prisonniers libérés. Un gardien tué. En Gambie, envoi prochain d'une mission de l'ONU à Banjul. C'est dans le dessein de superviser la transition. Épidémie de dengue au Burkina Faso. 15 personnes mortes de la maladie. Cheikh Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Antoine Diouf. Les titres sport. L'Angola au menu des Lions pour la finale de la CAN de handball prévue demain. Ce sera pour la deuxième fois dans ce tournoi. Le Sénégal, après avoir gagné le pari de se qualifier au mondial prochain, compte battre plutôt l'équipe angolaise en finale demain. C'est historique, en tout cas, la qualification du Sénégal au mondial de hand féminin. Il y a quelques jours, les juniors avaient remporté le tournoi de l'UEMOA, l'équipe nationale masculine, l'équipe A, aussi première nation africaine. C'est quoi cette bonne santé, en tout cas, du sport sénégalais? La réponse dans ce journal. Et puis la Linguère de Saint-Louis à la peine dans le championnat national de football. Après 5 journées, les Samba Linguère n'ont enregistré que 2 petits points. C'est quoi la cause de ces problèmes que vivent les Samba Linguère? La réponse dans ce journal. Le pape Samba Kane signe la chronique de ce midi. Et puis nous allons retrouver notre équipe au succès pour le journal de la foire. Ce sera en fin d'édition. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Le trafic de bois en Casamance est plus que jamais intense ces derniers jours. Il est même inquiétant depuis la chute du président Yahya Jammeh. L'ancien ministre de l'Environnement Ali Haïdar, qui se trouve à Kolda, interpelle le Sénégal et la Gambie. Il accuse Westwood, qui est une société créée par Yahya Jammeh et qui s'active dans le trafic de bois. Ali Haïdar est au téléphone de Barthélémy Ngom. Nous n'avons pas attendu le départ de Yahya Jammeh. Nous avons combattu son régime parce que justement il était directement lié, directement responsable du trafic de la forêt de Médina Yoro Fula, de Fatakourou, de Badion, de Pata, de la zone des palmiers, de Kafountine, de Djouloulou, directement à travers une société qui s'appelle Westwood. Alors la société Westwood, on a appris par nos sentinelles qui sont présents dans le terrain qu'il y a une recrudescence aujourd'hui du trafic. Il y avait une cinquantaine de troncs de veines qui avaient été coupés et stockés dans la forêt en attendant que les charrettes viennent nuitamment les prendre. Ensuite, on avait constaté que en tout cas, il y avait une reprise du trafic. Parce qu'à un moment, il y a eu un décret gambien, du gouvernement gambien, que nous avions salué, un décret qui interdisait l'importation de bois de veine sénégalais. Mais ce décret n'a duré qu'une dizaine de jours. Après, il a été levé. Et les douanes chinoises sont formelles et disent, nous, douanes chinoises, on importe de la Gambie pour une valeur de 140 milliards de francs CFA de bois de veine par année. Alors, ce trafic qui est une saignée, qui est en train de dérégler la pluviométrie, parce que l'agriculture s'en ressent, d'appauvrir les sols, de causer un dégât au niveau de l'élevage. Ce trafic n'est organisé que par une mafia chinoise, des complices sénégalais, des complices gambiens et une autorité gambienne qui délivre des permis de certificat d'origine gambien. Ali Haïdar sur le trafic de bois en Casamance. Le Forum international sur la paix et la sécurité se poursuit à Diamniadio et cela a été l'occasion pour le chef d'état-major général des armées sénégalaises de révéler que notre compatriote Matara Diokhane a été entraîné par Boko Haram au Nigeria et il voulait même créer une cellule au Sénégal. Selon le SEMGA, notre pays a une position stratégique
qui le rend vulnérable au plan géographique. Bien sûr, il évoque aussi le risque que constitue la Libye avec nos compatriotes qui vivent dans ce pays. Le général Chergué est au micro de Macoumba Bey. Le Sénégal présente des vulnérabilités du fait de sa place sur l'échiquier international, de sa proximité avec les pays victimes de ces attentats, dont les ressortissants peuvent entrer au Sénégal sans visa. En effet, sa position géographique fait du Sénégal un espace d'échange à la jonction entre le monde arabo-berbère et le monde négro-africain. Pour d'entrer en Afrique des vols en provenance d'Amérique et d'Europe, Dakar occupe sur l'échiquier international une place stratégique. Cet atout, sur le plan géostratégique, et nuit en même temps des vulnérabilités sur le plan sécuritaire exploitables par des réseaux terroristes. La même logique prévaut concernant le dynamisme de la diplomatie sénégalaise et ses prises de position en faveur de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme qui font du Sénégal un pays important sur l'échiquier international. Il en résulte un nombre important d'organisations internationales ayant leur siège à Dakar, ainsi qu'une multitude de rencontres internationales, dont le forum que nous suivons. Déjà, un groupe de Sénégalais dirigé par un certain Johane a pu bénéficier d'une formation au niveau de Boko Haram avant d'envisager de créer une cellule au Sénégal. Une autre menace se profile également venant de la Libye. L'État islamique, qui avait commencé à regrouper un millier de combattants contre le site, subit la pression du gouvernement d'union nationale soutenu par les milices de Misrata. Face à cette pression, une stratégie de dispersion est constatée en direction de l'ouest et du sud de la Libye, qui risque de menacer davantage le Sahel. Il s'y ajoute que de nombreux Sénégalais filent sur les chemins de l'immigration pourraient être recrutés par l'État islamique. Le général Chergué, c'est le Semdia à l'instant. Les hommages de la nation à Ousmane Sow, le sculpteur de dimension mondiale, sera inhumé aujourd'hui. Avant cela, il y a eu la cérémonie de levée de corps à 10h. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. 12h07, l'autorité de régulation des télécommunications et postes ne badine pas, mais alors pas du tout. La RTP a coupé la communication à 5 millions d'abonnés des 3 opérateurs de téléphonie pour défaut d'identification. C'est son directeur général qui l'a révélé ce matin à RFM. Écoutons Abdou Karim Sall au micro de Mantouré. Nous avons reçu un rapport hier qui nous indique que du côté de Sonatel, plus de 2 900 000 numéros ont été résiliés. Du côté de Tigo, plus de 1 million de numéros ont été résiliés. Du côté de Expresso, plus de 173 000 numéros ont été résiliés. Ce qui fait un total de 5 millions, de plus de 5 millions de numéros qui sont résiliés. Maintenant, je lance un appel à tous ceux-là qui ont constaté que leur numéro a été résilié, de pouvoir se rendre au niveau des points de vente de ces opérateurs pour pouvoir souscrire à un nouvel abonnement. Cette fois-ci, c'est un nouvel abonnement. Parce que ils peuvent perdre le numéro. Normalement, le numéro, une fois qu'il est résilié, pour qu'il soit réutilisé, le plus souvent, il faut compter 6 mois. Mais je ne sais pas quelle est la démarche qui va être entreprise par l'opérateur, qui peut le réactiver une fois que le client se représente au niveau du point de vente, en le réattribuant le même numéro, si il s'avère qu'il était le propriétaire de ce numéro, s'il a pu démontrer qu'il était le propriétaire de ce numéro-là. Voilà un peu l'information concernant l'identification. Nous, maintenant, du côté du régulateur, nous avons reçu des informations. Ces informations vont être vérifiées. Nous allons procéder à des vérifications dans les jours à venir pour attester que ces numéros ont été bel et bien résiliés, pour attester également les numéros qui ne sont pas résiliés, ils ont été formellement identifiés. Donc c'est le travail qui nous attend dans les jours à venir et Inch'Allah, en rapport avec les opérateurs, nous ferons le point. Si nous constatons qu'il y a des écarts par rapport à la déclaration qui a été faite et qui nous a été transmise. Le directeur général de l'ARTP, Abdou Karim Sall, était plutôt au micro d'El Haj Daouda Diouf. Des difficultés pour l'obtention
de la carte d'identité biométrique. Le responsable de la PR dans le département de Mbacké, Lamine Baragaye, tire la sonnette d'alarme et invite les autorités à ouvrir les commissions dans les meilleurs délais pour faire face à la forte demande. Lamine Baragaye est au micro de Pape Bolagaye. Il faut absolument qu'au niveau supérieur, que les gens prennent des dispositions spéciales pour augmenter le nombre de commissions à Touba et à Mbacké. Parce qu'au moment où nous parlons aujourd'hui, il y a 9 commissions, mais il n'y a que 8 qui étaient fonctionnelles. Je pense également qu'à part les quelques difficultés matérielles qu'ils ont, je pense qu'aujourd'hui, pour travailler à inscrire l'électorat de Touba, qui se chiffre à peu près à 400 000 électeurs, pendant ces 6 mois, c'est le lieu encore de tirer la sonnette d'alarme pour que les services de la DAF du ministère de l'Intérieur de manière générale augmentent très rapidement le nombre de commissions à Touba et à Mbacké, mais également dans les communes rurales. Parce que j'ai fait le tour aujourd'hui de 7 commissions, mais pratiquement c'est l'effervescence. Les gens sont là à des heures très indues de la nuit, à 2 heures du matin, il y en a qui passent la nuit. Je pense que c'est des conditions encore très difficiles. J'en appelle encore au service du ministère de l'Intérieur pour augmenter le nombre de commissions, mais également à la commune de Touba également de travailler à améliorer les conditions de travail de ceux-là qui sont dans les commissions. Cette question est sans doute évoquée à l'instant à l'Assemblée nationale, où le ministre de l'Intérieur fait face aux députés pour défendre son budget 2017. 12h11, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. La pénurie d'eau est fortement ressentie à Rufisque par les ménages qui ont besoin de grosses quantités au quotidien. Dans les restaurants également, la situation est pénible. Un reportage d'Isidore Alexandre Sen. Mam est une restauratrice établie à quelques mètres du boulevard Maurice Gueye. Nous l'avons trouvée en train de laver des œufs qu'elle s'apprête à bouillir. Elle a dû veiller presque toute l'année pour avoir un bidon d'eau dans un chantier qui fait face à son restaurant. Sa camarade tenacière de Gargote aussi vit la même situation. Je ne suis même pas parti au marché ce matin. Je ne sais même pas si je vais préparer aujourd'hui ou pas. Je suis là à la recherche du liquide précieux, et cela depuis avant-hier. Certaines ne lésinent pas sur les moyens pour satisfaire les clients. Elles font recours au sachet d'eau. Mais attention à la perte. Nous utilisons beaucoup d'eau. Les tasses que vous voyez, il faut les laver. Il faut que les clients aussi boivent. Vous savez, nous n'avons pas assez de moyens pour acheter des sachets d'eau. Acheter des sachets d'eau, c'est bien, mais on ne peut pas travailler à part. Cette fille qui prend son petit déjeuner a du mal à comprendre cette pénurie qui perdure malgré les explications du directeur de l'exploitation de la sénégalaise des eaux SDE. Ce matin, je me suis réveillée à 4h45 du matin. J'ai pas trouvé d'eau. Donc j'étais partie vers les voisins, eux aussi ils n'ont pas d'eau. Quand je partais de la maison, il n'y avait pas d'eau. Ils ne nous ont rien dit. Le casse-tête du manque d'eau, c'est dans les ménages, mais également dans les restaurants, point de ralliement de plusieurs Sénégalais pour mettre quelque chose sous la dent. Isidore Alexandre Sen-Rufisque, RFM. La campagne de commercialisation arachidière à Kaolack, les huiliers de Copéol dénoncent le fait que les Chinois détournent leurs camions en charge pour les racheter. Les huiliers de Copéol ont attiré l'attention des autorités sur cette pratique. Correspondance Ibrahima Diamé. Les rapports entre huiliers de la Copéol et Chinois ne sont toujours pas huilés en dépit du démarrage officiel de la campagne. Selon ces ouvriers de la compagnie pour l'exploitation des huiliers chinois, ces étrangers sont en train d'intercepter leurs camions en cours de route pour les détourner à leur profit. Mamoudou Sonko est le secrétaire général des travailleurs de la Copéol. Ce qui est le plus grave actuellement, c'est qu'ils viennent jusque chez nous pour détourner nos camions. Des camions qui portent des lettres de voiture de Copéol où c'est bien marqué que la destination est Copéol. Ces camions-là, on les retrouve chez les Chinois. Hier, on a vu un cas en flagrant délit. Monsieur Sambou du service du commerce était présent. Un camion qui avait un document de Copéol et quand on a interpellé le chauffeur, il dit que les graines sont destinées aux Chinois. Et maintenant, puisqu'il avait par devers lui le document, M. Sambou a saisi ce document, a appelé le propriétaire des graines et les a obligés
à s'orienter vers Copéol. Pour arrêter ce phénomène qu'ils considèrent comme un détournement de destination, ils sont partis voir les plus hautes autorités de la région. Nous avons eu à rencontrer monsieur le gouverneur de Kaolack, nous avons rencontré monsieur le colonel des douanes de Kaolack, monsieur le commissaire de police et ainsi que la mairie pour attirer leur attention sur ce phénomène-là. Ce qui est ces autorités-là eux-mêmes, ils ont reconnu que si tel est le cas, c'est vraiment un détournement de destination. Ce qu'ils demandent maintenant, c'est de placer des agents de contrôle au niveau des points stratégiques pour y faire face. Ibrahim Djamé, Kaolack, Radio Futur Média. Des camions chargés d'arachides détournés à Kaolack, à Fatick. Par contre, c'est la détresse des producteurs du sel. Ils peinent à écouler les milliers de tonnes collectées cette année. 2 mois après l'ouverture de la campagne de commercialisation, les acheteurs se font rares. Et quand ils en trouvent, ils bradent la production. Fatick, Aminata Goudiaby. Ndiémou est un village non loin de la commune de Fatick. L'exploitation du sel est l'activité la mieux pratiquée dans la zone. Les producteurs s'y comptent par dizaines. La campagne de commercialisation du sel a démarré depuis près de 2 mois à Fatick, mais un réel problème de mévente secoue le secteur. Souleymane Diouf, secrétaire général du GIE Sel de Ndiémou. Cette année, on a beaucoup produit. On a des milliers de tonnes qui sont là. Il y a des clients qui nous appellent. Ils disent que ils vont venir. Ce sont des Ivoiriens, des Maliens, et ils ne sont pas encore venus. On a commencé à vendre, mais ce sont de petits clients, qui achètent 100 tonnes, 150 tonnes. Ce n'est rien. Face à cette situation, l'unique solution à la portée des exploitants est de vendre leur production à des prix très bas. Souleymane Diouf parle de catastrophe. Les gens sont en train de brader le sel à un prix vraiment vulgaire. Cette année, vraiment, nous vendons à 7 à 8 000 francs la tonne. Parce qu'on n'a pas trouvé des clients, dans la sous-région. Seul notre pays vont à 17. Vraiment, si on n'arrive pas à vendre, ça pose énormément de problèmes. L'exploitation du sel, un secteur abandonné à son sort. D'après le secrétaire général du GIE Sel de Ndiémou, le gouvernement devrait réagir. Le kilogramme de l'iode a également connu une hausse. Nous, ce que nous voulons, c'est que le gouvernement se penche sur notre situation en nous aidant à avoir les clients, mais également à avoir du bon sel. Le matériel également cher, Les pompes là, ça coûte cher. Nous avons des problèmes. L'iode, vraiment, ça coûte extrêmement cher. 1 kilo d'iode à 25 000. On a vraiment énormément de difficultés. À Fatick, il est prévu la construction d'une unité de raffinage de sel. Les promoteurs comptent acheter 30 000 tonnes de sel par an aux producteurs. Les exploitants espèrent que ce sera un début de solution à leurs nombreuses difficultés. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. La mobilité urbaine à Dakar a très compliqué ces derniers temps pour les automobilistes. Des pertes de temps énormes dans les embouteillages. Principale explication, l'absence de parking dans la capitale et l'indiscipline de certains conducteurs. Le dossier d'Avambaye. Le trafic routier, un véritable problème à Dakar. Impossible de circuler à certaines heures de pointe. Les embouteillages sont devenus le décor naturel de la capitale. Gourouman pense que l'origine du problème, c'est la place de l'Indépendance. Il est le secrétaire général du syndicat des transporteurs routiers. Le départ est au niveau de la place de l'Indépendance. Parce que là-bas, il n'y a pas de parking. Tous les rues de Dakar sont... Il est le secrétaire général du syndicat des transporteurs routiers. Le départ est au niveau de la place de l'Indépendance. Parce que là-bas, il n'y a pas de parking. Tous les rues de Dakar sont gérées par, je ne sais pas comment... Chacun a son tableau d'introduction de stationnement. Chaque bureau, chaque coin, au niveau de la place de l'Indépendance, tout est occupé. C'est là-bas que les bouchons démarrent. Le comportement des automobilistes y est aussi pour quelque chose. Daouda Tchandoum est le secrétaire général du club de réflexion sur l'urbanisme, présente ainsi la situation. Les populations de Dakar se dirigent presque toutes vers le même site, c'est le centre-ville. Aujourd'hui, on peut dire que Dakar souffre de son développement. On a quand même une population de plus en plus nombreuse. Et qu'est-ce que nous avons? On a une organisation spatiale héritée depuis l'époque coloniale qui fait que le quartier du Plutôt englobe, ou en tout cas englobe pratiquement toutes les infrastructures et tous les équipements qui existent. Ce qui fait que tous les matins, on a de l'exode pendulaire qui fait que les gens se déplacent vers ce lieu. Et le problème que nous avons, c'est tout simplement comment gérer, n'est-ce pas, cet espace. Gourouman, le transporteur, propose comme solution des espaces exclusivement dédiés au stationnement. D'abord, Dakar, il faut Dakar se doter de parking. Soit de parking payant, ou je ne sais pas, là, vers la mer ou autre là. Mais il faut qu'on trouve une solution. La solution,
idéal, c'est de trouver un parking complètement écarté de la ville. Et pour Daouda Thiandoum, il faut désengorger la capitale. La solution est tout simplement saluer l'exemple du président de la République qui est en train tout simplement d'investir au niveau de Diamniadio et vers ce lieu, il y aura d'autres pôles et avec ces pôles, les populations vont y aller, ce qui fait que d'ici quelques années, on risque en tout cas d'avoir un déplacement sur multiples au lieu qu'il y ait aujourd'hui un déplacement sur un site, c'est-à-dire vers le quartier du plateau et environ. En attendant des solutions, les Dakarois prennent leur mal en patience et perdent beaucoup de temps dans les embouteillages. L'actualité internationale. Georges Diop, le Mali d'abord. Une prison victime d'une attaque dans la région de Ségou. C'est cette nuit, l'attaque a visé la prison de Niomon selon RFI. Tous les prisonniers ont été libérés. Un gardien a été tué. Il n'y a pas d'autres informations pour le moment sur cette attaque de la prison de Niomon. Mali toujours, le procès du général Amadou Sanogo encore suspendu. Nouvelle suspension jusqu'à demain mercredi, vous allez le voir avec Sodakiam. C'est la 3e fois d'ailleurs et cela est lié aux difficultés de faire comparaître les témoins. La Cour a suspendu l'audience de lundi parce que toutes les parties exigent la comparution des témoins pour que l'audience puisse véritablement démarrer. Au cours de ce procès ouvert le 30 novembre 2016 et déjà renvoyé à deux reprises, les prévenus doivent répondre des accusations d'assassinat, de complicité d'assassinat sur une vingtaine de paracommandos. Ces derniers avaient tenté un contre-coup d'État pour établir au pouvoir le président Amadou Toumani Touré, renversé par des militaires dirigés par Amadou Aya Sanogo en mars 2012. À l'ouverture de l'audience d'hier, la partie civile a contesté la liste des témoins proposés par la défense, dont aucun n'était d'ailleurs présent dans la salle, et exigé leur présence. Parmi les témoins cités par la défense figure le célèbre pêcheur et président d'Ansardine International, Chérif Ousmane Madani Aydara, le général Didier Dakouo, chef d'état-major général des armées, et surtout l'ancien président par intérim, Djokunda Traoré. La presse locale a noté un renforcement de la sécurité aux abords de la salle d'audience. Jeudi dernier, des partisans du général putschiste Amadou Aya Sanogo avaient organisé une marche à Sikasso pour exiger sa libération. Les médias font remarquer que les parents des victimes et des organisations de défense des droits humains ont critiqué le gouvernement, l'accusant de laxisme, voire de complicité avec le général et ses co-accusés. L'alternance en Gambie, c'est l'actualité à la une ici comme ailleurs sur le plan international donc. Et la communauté internationale à la Gambie, à l'œil sur la Gambie. Le représentant des Nations Unies en Afrique de l'Ouest avertit ceux qui seraient tentés de s'accrocher au pouvoir. Il rassure aussi que les Nations Unies vont envoyer des équipes pour superviser la transition. Mohamed Ibn Chambaz au micro de Makumba Bey. Un transfert de pouvoir pacifique. En tout cas, c'est ça que les Nations Unies veulent voir en Gambie. Et en travaillant avec la CEDEAO, l'Union africaine, nous voulons donner un message clair pour les Gambiens que la communauté internationale tout entière est à côté du peuple gambien. Et nous espérons que le premier que le président a fait, il va tenir son premier et son promis. Donc, de la part des Nations Unies, on va envoyer des experts rapidement pour assister pour un transfert pacifique de pouvoir et aussi commencer déjà à voir comment nous pouvons aider les nouveaux président et son gouvernement pour une stabilisation de la Gambie. Il faut vraiment être clair. Peut-être il y aura des gens qui vont peut-être tenter de déstabiliser la Gambie. Et ça là, les règles de la CEDEAO est assez claires. Aujourd'hui, la CEDEAO, l'Union africaine, n'acceptera pas. Mohamed Ibn Chambaz en marge du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. La dengue au Burkina Faso, le pays fait face à une épidémie. 15 personnes sont mortes de la maladie. Les premiers cas recensés il y a 4 mois selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé.
1061 cas se sont révélés positifs au test de diagnostic rapide de la dengue entre le 5 août et le 12 septembre dernier. En Centrafrique, les conclusions de l'enquête sur les accusations d'abus sexuels contre des soldats burundais et gabonais. L'ONU annonce avoir identifié 41 casques bleus, tout en indiquant que ceux reconnus coupables après approfondissement des recherches ne participent plus à des opérations de maintien de la paix. Ousmane Gueye. L'enquête sur les accusations d'abus sexuels contre des soldats de l'ONU en Centrafrique n'a pas tardé à payer. D'après l'Organisation des Nations Unies, 41 casques bleus ont été identifiés. Le Bureau des services de contrôle interne de l'ONU, qui a travaillé avec des enquêteurs gabonais et burundais, s'est surtout appuyé sur des témoignages de victimes et témoins présumés. Vu l'absence de preuves médicales, médico-légales ou autres, la majorité des allégations faisant référence à des incidents étant survenu il y a un an ou plus. Le rapport communiqué aux États membres, y compris les noms des auteurs présumés, demande des mesures judiciaires appropriées. L'ONU précise également qu'il appartient au Burundi et au Gabon de mener d'autres enquêtes tout en exigeant que les rapports d'enquête nationaux définitifs lui soient transmis. Enfin, un dernier mot, et là, les Nations Unies font clairement dans la menace, les casques bleus reconnus coupables ne seront plus de nouveau admis dans des opérations de maintien de la paix. Ousmane Gueye, un ancien commandant de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur devant la CPI. Le procès de Dominique Ongwen s'ouvre aujourd'hui à La Haye. Il était l'un des 5 commandants du groupe contre lesquels la Cour avait délivré des mandats d'arrêt en 2005 pour plusieurs exactions présumées. On termine avec la France qui a un nouveau Premier ministre. Bernard Cazeneuve, nouveau chef du gouvernement, il a été nommé Premier ministre ce matin. Cela fait suite à la démission de Manuel Valls qui va se consacrer à sa candidature à la primaire socialiste pour la présidentielle de 2017. Bernard Cazeneuve, qui était jusque-là ministre de l'Intérieur, doit former un nouveau gouvernement qui sera chargé de gérer les affaires courantes jusqu'à l'élection présidentielle prévue, Antoine, en avril et mai 2017. Georges Detchejop, merci. Dans Jeune Afrique cette semaine, comment va vraiment le Sénégal? Vie politique, développement économique, diplomatie, image, où en est le pays depuis l'élection de Macky Sall en 2012? Spécial 22 pages. Gabon, paysage après la campagne. 3 mois après la présidentielle, l'opposition ne baisse pas les bras et refuse pour l'instant toute idée de dialogue avec Ali Bongo Ondimba. Jusqu'où ira-t-elle? Jeune Afrique, l'hebdomadaire qui donne du sens à l'actualité africaine. En vente cette semaine chez votre marchand de journaux. Disponible également en version digitale. Le sport, cher Tidiane Diagne, CAN féminine de handball, l'Angola au menu des Lions du Sénégal pour la finale du tournoi. Ce sera pour la deuxième fois dans ce tournoi, le Sénégal donc qui va affronter le pays hôte demain, mercredi donc pour la finale de ce tournoi. Le pays hôte, pour rappel, avait remporté la première manche. La finale reste une autre paire de manches selon le chargé de communication à la Fédération sénégalaise de handball qui se prononce aussi sur la réserve déposée par la Tunisie. Sambou Biagui, que nous écoutons. Tout se passe très bien ici. C'est la joie depuis hier, depuis le pavillon des sports de Luanda. Les Lions ont fêté cette victoire, cette qualification historique au mondial avec les 540 Sénégalais résidents ici à Luanda qui se sont mobilisés avec le consul, le vice-consul, le secrétariat. En tout cas, c'était une mobilisation exceptionnelle ici au niveau de la tanière. En plus de ça, il y a une lettre du président, un message du président de la République qui est venu vraiment mettre du piment dans tout cela. Et ça a été vraiment agréable. Et après la qualification, est-ce que les Lions sont confiantes pour remporter la finale? Les filles ont revu leur ambition en hausse. Elles pensent aujourd'hui à la finale. Elles pensent que la finale, le trophée, c'est possible. Elles restent concentrées pour ça. Et Frédéric Boujan, je pense qu'il a encore les moyens de contourner le jeu technico-tactique de cette équipe d'Angola. Il a eu, en tout cas, à participer au management de cette équipe d'Angola à une Coupe du Monde. Qu'en est-il de la réserve portée sur Dungu Kamara? Cette joueuse qui était ici même à Luanda, lors du tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques, cette joueuse même est partie aux Jeux Africains et a remporté les Jeux Africains avec le Sénégal. Aujourd'hui, parce qu'ils ont perdu, ils peuvent utiliser tous les mots, ils font tout pour essayer de salir la victoire. Mais bon, c'est interdit parce que Dungu Kamara, elle est sénégalaise. Sambou Biagui, le chargé de communication à la Fédération sénégalaise de handball, il est joint ce matin donc
2017, c'est en Allemagne. Il y a quelques jours, les Lions juniors sont rentrés auréolés du tournoi de foot de Lyon. L'équipe nationale, après un parcours sans faute en éliminatoire de la CAN, il s'agit de l'équipe A. L'équipe A donc est devenue la première nation africaine au dernier classement FIFA. Cela témoigne de la vitalité du sport sénégalais selon le vice-président à l'Assemblée nationale, Abdoumbo, que nous écoutons. Rendre hommage aux dames de handball en félicitant le président aussi de la Fédération sénégalaise handball que je connais très bien, M. Seydou Diouf, qui a modernisé aujourd'hui le handball au Sénégal. Ça, il faut le dire. Moi, personnellement, j'ai eu à travailler avec lui sur énormément de choses. Sur le plan sportif, aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, le Sénégal est en train de faire des performances. Parce que pour la première fois, le Sénégal, comme l'équipe A par exemple, a été classé premier sur le podium au niveau de l'Afrique. Ça, c'est important. Ce qui veut dire que les performances sont là. Le ministre des Sports aujourd'hui est en train de travailler avec son équipe pour que le sport sénégalais puisse atteindre le sommet. Et je pense quand même, pour qu'on puisse atteindre le sommet, il faudrait d'abord travailler avec la petite catégorie. Aujourd'hui, on est en train de le faire. Sur le plan national, aujourd'hui, partout où tu vas, il y a des compétitions dans les week-ends. Il y a des centres de formation. Et je pense que l'État du Sénégal, à travers le ministère des Sports, est en train d'accompagner le sport en général. Et ce qui est aujourd'hui donné comme résultat, c'est une satisfaction pour tout le peuple sénégalais. Et nous allons, nous, en tout cas, en tant que parlementaires, continuer à travailler, à faire un plaidoyer pour que le budget du ministère des Sports puisse quand même connaître 1% comme le président de la République l'avait dit. Mais nous tous, nous comprenons qu'il y a des contraintes sur le plan budgétaire, mais il y a eu des avancées depuis 2012. Et cela, quand même, c'est salutaire et nous félicitons et remercions le président de la République pour cet accompagnement-là du sport. Donc, le sport sénégalais aujourd'hui se porte bien et nous devons travailler à ce qu'elle se porte davantage mieux. Sertidiane Diagne, la Linguère de Saint-Louis, mal en point depuis l'entame du championnat. Après 5 journées, les Samba Linguère n'ont enregistré que 2 points et sont avant-derniers au classement. Hier, la Linguère a enregistré sa 3e défaite de la saison. Mohamed Nabissila sur les raisons d'un retard à l'allumage. La Linguère va mal et les Saint-Louisiens sont désolés, d'autant plus qu'une défaite a été consommée hier face au Stade de Mbour. Alundia et Pape Dembafal affichent leur déception. C'est une réaction qui m'a sidéré quand même. Parce que du fait que une équipe comme la Linguère de Saint-Louis a des problèmes pour avoir une victoire. C'est une équipe qui devait dépasser vraiment cette distance. Parce que Linguère, vraiment, c'est une ancienne équipe qui ne devait pas être à ce niveau quand même. Pour le jeune Alundia, il ne fallait pas laisser partir leur bourreau d'hier, Pape Imnouba. Pape Imnouba devait rester ici à Saint-Louis quand même. Parce que Pape Imnouba, c'est un grand joueur. Un joueur à qui aujourd'hui il est devenu le leader du championnat. La Linguère devait garder Pape Imnou parce que vraiment c'est un élément clé que Linguère ne devait pas laisser partir. Pour le coaching, il faut opter et mettre fin à l'instabilité. On ne peut pas à chaque fois changer des entraîneurs. Chaque 6 mois changer un entraîneur, chaque saison changer un entraîneur. Il faut donner le soin à l'entraîneur de créer les conditions de gagne. C'est important. Le mot là qui était là, comment il s'appelle encore? Il fallait lui donner maintenant le temps de gagner. Donc changer et amener un portugais, donc ça ne règle pas le problème. Quoi qu'il en soit, les départs du coach Djilali Barloul et du meilleur buteur du championnat sénégalais, Pape Ibnouba, ont été fatals pour le club fagnon de Saint-Louis, dont les dirigeants sont invités à plus de rigueur et de sérieux dans le recrutement. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Football toujours avec la Ligue des Champions qui débute sa dernière journée ce soir. Pour le compte du groupe A, la place leader est en jeu entre le Paris Saint-Germain et Arsenal. Le PSG qui accueille Ludogorets et puis Arsenal, les Gunners donc qui sont en Suisse face au FC Bâle. Des rencontres prévues donc ce soir. Et puis dans le groupe B, le Benfica de Lisbonne accueille Naples de Kalidou Koulibaly. Dynamo de Kiev fait face à l'équipe de Beşiktaş. Dans le groupe C, Manchester City fera face à l'équipe des Celtic Glasgow. L'FC Barcelone accueille les Allemands du Borussia Mönchengladbach. Rostov est en déplacement face au PSV Eindhoven. Et puis le Bayern Munich accueille Atlético Madrid. Sans nul doute un match qui promet. Antoine. Oui, Sertidiane Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. La chronique de Papa Samakan sur la violence dans les Nawetan. Notre Sénégal est le pays de la parole. On y débat de tout et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais 6 points trop n'en faut, comme on dit, un déficit de débat, de dénonciation, de condamnation devient de la complicité quand quelques situations dégénèrent, virent à la violence, créent des drames qui, le plus souvent, frappent des gens n'ayant rien à voir dans l'affaire. Surtout, lorsque de façon évidente, cette situation dégénérative
pour le secteur qui l'a subi et pour des êtres humains tout court, profite à un groupe d'individus. Je veux parler de cette violence aveugle devenue systématique qui clôture à chaque fois les matchs du championnat populaire communément appelé Navétane. Violence qui ne semble pas déranger outre mesure les individus en question. Je parle des dirigeants du mouvement Navétane, l'ONCAV et ses déclinaisons régionales et départementales. Voici l'une des organisations, sinon l'organisation la plus massive et importante de ce pays, qui compte, fédère et administre, si la signification de ce mot est connue de ses dirigeants, 4600 ASC, 300 000 licenciés footballeurs et organise autour de 10 000 matchs de football chaque saison. Des matchs qui, soit dit en passant, débordent largement le temps des vacances scolaires, dont l'animation est la raison d'être de l'ONCAV, l'Organisation nationale de coordination des activités de vacances, se nomme-t-elle. Or, ils jouent encore aujourd'hui leurs matchs, les Navétanes en diurne, en nocturne, en semi-nocturne, et ce sera ainsi jusqu'en mars ou avril. Et à chaque fin de match, en tout cas à Dakar systématiquement, sans que les autres régions ne soient épargnées, c'est la bagarre dans les stades, le vandalisme sur le chemin du retour, casse de voitures, de résidences ou d'infrastructures publiques, y compris l'ambassade de Mauritanie tout dernièrement, le consulat du Bénin peu auparavant. Il a fallu le saccage de la représentation diplomatique mauritanienne par des supporters mécontents suite à une sanction administrative soit injuste, soit mal expliquée, en tout cas controversée d'instances inférieures, pour que les boss s'activent. Et encore, c'est le préfet de Dakar qui a dû taper sur la table pour mettre de l'ordre dans ce qu'ils appellent la zone 2. Auparavant, que de casses, que de pare-brises éclatés, de portables arrachés à des automobilistes qui n'ont eu pour tort que de croiser des supporters navétaniens revenant du stade. Et pas nécessairement suite à une défaite. Même pour fêter une victoire, on casse tout sur son passage. Il y a assurément quelques comptes à demander aux dirigeants du mouvement. Que font-ils pour prévenir ces violences qui ont déjà causé des morts? La mission de l'ONCAV n'est-elle pas d'encadrer et d'éduquer? L'argent que génèrent les entrées payantes dans des stades pleins à craquer, où va-t-il? Que finance-t-il? Quoi que ce soit, ce ne peut être ni plus urgent, ni plus important que de mettre fin à ces dérives violentes des Navétanes. Ces rixes et vendettas entre équipes adverses, ces casses, ces pillages et vols à l'arraché d'après match ont fait des Navétanes un terrain d'apprentissage de la grande délinquance pour des milliers de jeunes gens. Elles sont donc 4600 ASC, 300 000 licenciés. Si même vous avez seulement 10 supporters par licencié, vous avez là 3 millions de jeunes gens en apprentissage de la délinquance. Sous prétexte d'activités de vacances supposément destinées à conjurer les risques induits par l'oisivité des congés scolaires, les Navétanes sont devenus un business pour une minorité qui ne veut pas qu'on susurre un seul petit mot sur les grands mots MAUX qui gangrènent cette jeunesse qu'elle est supposée encadrer. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous offre la revue de presse. Total Excellium. La presse du jour, c'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. Réforme du statut des magistrats, les députés ont adopté. Les députés installent la justice dans l'incertitude, c'est le grand titre de Vox Populi avec cette photo de l'hémicycle en pleine tribune montrant les députés s'activant en plénière. Le gouvernement fait passer sa réforme sur le statut des magistrats en forçant les barrages. L'UMS dénonce une domestication de la justice et une loi taillée sur mesure pour 18 magistrats sur 500, constate le journal. Le gouvernement fait jouer sa majorité mécanique, relève le témoin qui se montre plutôt dur par rapport à cette attitude, comme du bétail, relève le journal. Les parlementaires ont voté le texte gouvernemental malgré les nombreuses réserves et le tollé soulevé par le projet de loi portant le statut des magistrats. Les mises en garde de Elentine, Maître Aïssatou Tall Sall et Maître El Hadji Diouf n'ont pas suffi à dissuader le gouvernement et sa majorité. Constate enquête, la loi passe dans le désordre, brouhaha dans la salle lorsque
lorsqu'il s'agit de voter la loi. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre ne parlent pas le même langage. Cela va sans dire. Bruit dans la salle, confusion même. Qu'à cela ne tienne, la loi passe aux environs de minuit. Désormais, certains hauts magistrats iront à la retraite à 68 ans. Du coup, l'UMSL, dont la radicalisation relève l'as, les magistrats saisissent l'Union internationale des magistrats. Maguette Diop, président de l'UMS, ne décolère pas. Le pouvoir exécutif, dit-il, est libre d'engager toutes les réformes qui lui paraissent utiles, mais il doit se soucier des effets qui peuvent en découler, surtout dans la mise en œuvre de telles dispositions. Gouverner, c'est prévoir. Le bureau exécutif des magistrats se réserve d'user de tous les moyens appropriés conformément aux revendications de l'Assemblée générale extraordinaire pour défendre et illustrer l'indépendance de la justice. Nuage donc sur l'organisation du sommet de l'Union internationale des magistrats, alerte du coup l'Observateur. La Gambie entre intox, rumeurs et désinformation. L'Observateur tente de remettre ce matin les choses à l'endroit. Yaya Jammeh a-t-il perdu sa mère? Le dictateur a-t-il tenté d'organiser sa fuite vers Bissau? Aux yeux du confrère, ces informations d'ici et ça et là. Aux premières heures de l'alternance, en Gambie n'existe que dans la tête de ceux qui les ont fabriqués. Du faux aussi la rumeur sur le blocage du vol de Jammeh. Le Sénégal n'a jamais reçu une demande d'autorisation de vol de la présidence gambienne, informe Mankeur Ndiaye, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Au toc aussi la rumeur d'un coup d'État dont le confrère nous dit qu'il est encore inexistant. Mais question ce matin de l'Observateur à son Excellence le professeur Saliou Ndiaye, l'ambassadeur du Sénégal en Gambie. Selon lui, le Sénégal ne peut être insensible à ce qui s'est passé en Gambie, tout comme vous, lecteurs, vous ne pouvez être insensible, j'imagine, à l'audience Jammeh-Barrow au State House. Audience prévue selon l'Observateur ce mardi. Mardi, gros de doute relève le journal, puisque selon le confrère, Barrow pourrait ne pas faire le déplacement. Jusque tard dans la soirée, personne dans son entourage ne pouvait confirmer sa présence à ce rendez-vous. Et puis sur la Gambie, Ousseynou Dabo, libéré, l'opposant mis en prison pour 3 ans, a été relâché par le dictateur. Il était condamné à 3 ans de prison pour participation à une manifestation non autorisée. Règlement de compte dans la coalition du PDS et de ses alliés. Le FPDR exclut 3 leaders. Il s'agit de Abdoulaye Mamadou Guissé, Ousmane Faye et Pape Makhtar Diallo, tous éjectés pour manœuvre déloyale. Titre du journal Walf Quotidien. L'opposition prise à son propre jeu. Le confrère parle bien sûr de cette audience accordée à l'opposition par Macky Sall qui avait tout basculé. Et puis les masseuses de Grand Yoff à la barre des juges des flagrants délits ce matin. Elles sont invitées à s'expliquer sur leurs activités. Le parquet leur reproche d'exercer illégalement l'activité de prostitution, entre autres délits. Bonne lecture à tous. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre, vous a offert la revue de presse. Total Excellium. À présent, la météo, le ciel sera dégagé sur l'ensemble du territoire, à l'exception de l'axe Saint-Louis-Dakar, où le temps sera passagèrement nuageux au cours de la matinée. La sensation de chaleur sera plus ressentie sur la majeure partie du pays, notamment au centre et à l'est, où les températures maximales seront comprises entre 37 et 41 degrés. Les visibilités seront généralement bonnes. Fin de cette édition, le rappel des titres. Antoine Diouf. Intense trafic de voies en Casamance depuis la chute du président Jammeh en déplacement dans le sud. L'ancien ministre de l'Environnement Ali Haïdar attire la sonnette d'alarme et interpelle les deux États. Le chef d'état-major général des armées sur la menace terroriste pour le Sénégal. D'après le général Cheikh Gueye, notre compatriote Matar Diokhane a été entraîné par Boko Haram et envisagé de créer une cellule dans notre pays. Le général Gueye parle également du risque que constitue la Libye avec les Sénégalais émigrés dans ce pays très instable. Opération d'identification des usagers du téléphone mobile. La RTP coupe la ligne à 5 millions d'abonnés. Et puis l'eau toujours pas rétablie et c'est dur, très dur même pour les restaurateurs de Rufisque. Ils racontent leur galère. A préciser donc que les travaux de réparation de l'usine de Keur Montmartre ont pris fin. L'eau va revenir sous peu, peut-être dans les toutes prochaines heures. Un journal présenté par Antoine Diouf. À la technique Abdoulaye Didi Diop, réalisation
Barthélémy Ngom, que vous allez retrouver d'ailleurs à 13h pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est le journal de la foire avec El Hadj Daouda Diouf. À vous, Daouda. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au CICES où vous suivez le journal de la foire. Le journal de la foire avec Daouda Diouf. Aujourd'hui, nous nous intéressons, ce mardi 6 décembre 2016, 12e jour de la foire, nous nous intéressons aux voisins du CICES. Même s'ils ont des 1000 mitoyens avec le CICES, ils ne s'intéressent pas trop. 2016, 12e jour de la foire, nous nous intéressons aux voisins du CICES. Même s'ils ont des 1000 mitoyens avec le CICES, ils ne s'intéressent pas trop. 2016, 12e jour de la foire, nous nous intéressons aux voisins du CICES. Même s'ils ont des 1000 mitoyens avec le CICES, ils ne s'intéressent pas trop. 2016, 12e jour de la foire, nous nous intéressons aux voisins du CICES. Même s'ils ont des 1000 mitoyens avec le CICES, ils ne s'intéressent pas trop. 2016, 12e jour de la foire, nous nous intéressons aux voisins du CICES. Même s'ils ont des 1000 mitoyens avec le CICES, ils ne s'intéressent pas trop. 2016, 12e jour de la foire, nous nous intéressons aux voisins du CICES. Même s'ils ont des 1000 mitoyens avec le CICES, ils ne s'intéressent pas trop à la foire. Certains évoquent le manque d'argent, d'autres le temps, là où certains ne s'intéressent pas à la foire. Vox Pop réalisé par Mantouré. Dans les parages. À côté de la foire. De la foire, derrière la foire plus précisément. Vous n'y êtes pas encore allé? Non, du tout. Déjà dès le premier jour, je me suis inquiété par rapport au retard qui avait été constaté sur l'installation des stands. Donc à titre personnel, je me suis plaint un petit peu de l'organisation. Donc je me suis pas senti vraiment très bien quant à l'organisation, voir que c'est quelque chose qui est organisé annuellement. Qu'après 2 jours de l'ouverture, que les stands ne sont pas encore installés et que les marchands se plaignaient par rapport à ça. Bon, j'étais un petit peu dégoûté à la télé, bien sûr. Et par la suite, j'ai eu écho comme quoi le samedi, 3 jours après l'ouverture, il y avait encore rien de préparé. Mais même pour visiter maintenant, si tout est prêt, non? Peut-être. Il y a ma dame qui me pousse à aller voir pour ça se pourrait. maa ngi dëkk fii Sicap Foire bi. Dem nga fa? Non, dugguma fa nag sérieusement. Ah mais non, je n'ai pas encore fait des achats à la foire. Les temps sont durs et j'ai pas encore assez de sous. Il y a aussi un manque de temps. Tout se cumule dans les raisons pour lesquelles je ne suis pas encore parti à la foire. Et le week-end, c'est fait pour se reposer. Dimanche bi nii xam nga rek man moom. waaw pour noppalu la quoi. Man Sicap Foire laa dëkk. dugg nga ci foire. déedéet duggaguma de. parce que duggoo ba léegi seetoo. amaguma xaalis ma patron fayaguma. J'habite à la Sicap Foire. Je ne suis pas encore parti à la foire tout simplement parce que je n'ai pas encore perçu mon salaire. Jusqu'à présent, malheureusement, mon patron ne m'a pas encore payé. Donc là, si j'ai pas d'argent, je pars pas à la foire. Mantouré, d'autres qui s'intéressent à la foire, ce sont bien les élèves des établissements publics de la région de Dakar. Ils ne viennent pas pour acheter, mais plutôt pour apprendre. Après la collecte de données, une fois à l'école, ils sont interrogés. Devoir oblige, nous dit Seydou Nourouba. Toute une demi-journée accordée à ces enfants du CI au CM2 d'une école franco-arabe, pas pour aller jouer, mais venir visiter. Guidés par leurs enseignantes, ils font le tour des stands des pavillons. Voilà ce qu'ils ont déjà vu. Et puis une fois à l'école, une petite rédaction les y attend. Une manière de les pousser à argumenter. Anari. J'aurai l'occasion de les sortir pour prendre parce que c'est ça vraiment l'objet. Voilà. Parce que tout ce qu'ils auront à vivre aujourd'hui, donc ils auront la possibilité de raconter ça. À moins d'une semaine de la fin de la 25e FIDAC, c'est le moment choisi pour certains établissements d'accompagner leurs élèves pour une visite guidée. C'est Nourouba, merci. Le conseil local, les députés en sont conscients. Venus visiter les exposants à riz, nos parlementaires se disent prêts à être l'avocat des agriculteurs. Suivons ce reportage de Mantouré. Dans ce combat, aucune différence entre opposition et pouvoir. Le défi, 14 millions de Sénégalais consommaient le riz sénégalais, mais du riz de bonne qualité. Alors la chaîne de production, il faut l'étudier de fond en comble. Moustapha Diakhaté, Chersek, Ney Awambouch, tous députés. Nous étions déjà à Saint-Louis, dans la vallée, et nous avons visité la filière riz. Nous sommes venus ici pour regarder de nos propres yeux ce
qui est en train d'être fait. Et nous retournerons aussi dans la vallée au début de 2017 pour nous rendre compte des avantages. Nous avons déjà fait une série de là sur le terrain. Nous les avons déjà visités. Alors, comme c'est la foire, il fallait que nous venions. Aujourd'hui, en venant ici, on se rend compte que le pari, il est gagné. Le pari est gagné du point de vue de la production. Le pari est gagné du point de vue de la qualité. Le pari est gagné du point de vue de l'encadrement et de la mobilisation. Vous doutez de la qualité. Mais moi, j'ai assisté ça parce qu'on a été en visite dans la vallée et on a assisté chez la femme Korka beaucoup de riz de la vallée. Mais des fois, tu achètes le riz local, tu n'as pas la bonne qualité. C'est ça le problème. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Écoutez-moi, déjà depuis 4 ans, je demande le riz local. Autosuffisance en riz local en janvier 2017.